ensemble. Une émission proposée par Anne. Les années passent, le déni continue, mais la mobilisation se poursuit. Les Arméniens commémoreront le 103e anniversaire du génocide arménien ce mardi 24 avril partout dans le monde. Les toutes nouvelles générations, comme celles qui les ont précédées, savent respecter et immortaliser la mémoire des victimes du génocide, en plus de leur combativité pour la justice. En France, la communauté arménienne et ses amis se mobiliseront aussi le mardi 24 avril. Avec nous en studio ce matin, les deux coprésidents du CCF, Mourad Papazian et Arat Arounian, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons tenter de comprendre où en sommes-nous avec cette histoire de négationnisme en France et surtout en Turquie, l'état de la Turquie aujourd'hui, mais essentiellement le mot d'ordre de ce 24 avril. Chaque année, on sait que depuis le centenaire, on se disait, et beaucoup se disaient, après 100 ans, ça sera oublié. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui des Arméniens partout dans le monde? Le mot d'ordre, c'est on n'oublie rien, on ne lâche rien. Le combat continue pour la cause arménienne tant que la Turquie n'aura pas reconnu et réparé le crime de génocide de 1915. Nous sommes extrêmement déterminés. Nous le sommes depuis des dizaines et des dizaines d'années. La cause arménienne a remporté de nombreuses victoires, puisque près de 30 États et la quasi-totalité des États américains ont reconnu la réalité du génocide. C'est une grosse épine dans le pied de la Turquie. Et nous allons continuer ce combat, parce que c'est le combat pour la justice, et parce que nous en avons fait tous le serment aux victimes du génocide de 1915. Donc c'est important pour nous, même si c'est 103 ans après, ça paraît loin, ça paraît long. C'était non pas au siècle dernier, mais c'était au siècle dernier, pardon. Et donc, ça accroît la difficulté de notre combat, mais nous nous rendons compte, en réalité, que nous arrivons à fédérer autour de nous de plus en plus de personnes étrangères à la communauté arménienne, de plus en plus de personnalités, de plus en plus de leaders d'opinion qui prennent conscience que oui, c'est une injustice. Non, ce n'est pas normal que 103 ans après, la Turquie continue de refuser la réalité du génocide arménien. Et en même temps, ça n'est pas étonnant, puisque lorsque nous voyons la nature du régime d'Erdogan en Turquie, un régime qui bafoue la démocratie, qui bafoue les droits de l'homme, qui emprisonne les journalistes, qui emprisonne des avocats, qui emprisonne des étudiants et qui, finalement, est en train de détruire la société turque elle-même, ça n'est pas étonnant. Et c'est contre ce dictateur, Erdogan, que nous nous mobilisons et c'est contre lui que nous allons continuer à porter le combat. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, le 24 avril est un jour symbole de notre combat. Et le 24 avril, nous devons tous être dans la rue, à Paris, à Lyon, à Marseille, dans toute la France en réalité, dans d'autres villes de France également. Nous devons être présents, mobilisés, vigilants, parce que ce combat, même s'il est difficile, eh bien nous allons le remporter. Mais pour le remporter, il va falloir que nous soyons hyper mobilisés. Arat Arounian, l'affiche est très parlante. Talat Pacha d'un côté, Erdogan de l'autre. Ce parallèle, qu'est-ce que ce parallèle devrait signifier, non pas pour les Arméniens qui connaissent aussi bien l'histoire que l'actualité aujourd'hui de la Turquie, parce qu'on en souffre indirectement quand même, mais les Français. Les Français sont maintenant de plus en plus quand même informés de ce qui s'est passé en 1915. La question du génocide est rentrée dans l'information, est rentrée dans l'actualité. On en parle régulièrement. Il y a un problème? Non, on peut continuer. On en parle. Donc,
on a quand même beaucoup progressé dans l'information et dans la connaissance par rapport aux événements de 1915. Moi, je me souviens, et on se souvient tous, d'une époque où, comme le peuple arménien avait disparu des radars, l'information sur le génocide était complètement occultée partout. Elle était même censurée, il était interdit d'en parler. Aujourd'hui, on peut dire quand même que les Français connaissent la question du génocide arménien. Je me souviens qu'on avait fait quand même un sondage il y a quelques années. Il y avait 70% de la population française qui disait qu'elle était pour la reconnaissance du génocide. Voilà. Alors justement, c'est la technique opérée. Voilà, on a un petit souci technique qu'on va régler, donc on poursuit avec vous, Mourad Papazian. Et le souci est là parce que on était heureux d'entendre que l'éducation nationale faisait des efforts en termes de pédagogie, les cours d'histoire intégraient des pages sur le génocide arménien, mais par rapport à la portée du génocide, excusez-moi, sa gravité, ces quelques pages d'histoire pour les élèves de 13, 14, 15 ans, c'est pas suffisant, probablement, pour forger les esprits dans le sens de la justice, sur la base d'une histoire grave qui est le génocide arménien. Ma question, est-ce que, malgré nos avancées, on est satisfait de ces avancées en France? Vous savez, nous sommes en France depuis une petite centaine d'années, à peine. Et nous avons réussi par rapport à un ennemi qui est allié de la France depuis de très nombreuses années, qui fait partie du camp occidental, qui est la deuxième armée de l'OTAN, donc qui est un allié stratégique des Occidentaux. Nous avons réussi à remporter toutes les victoires en réalité. À chaque fois que nous avons... Mais très lentement, c'est ça. Mais non, ça pas très lentement. Sincèrement, si un jour on prend le temps de se poser et d'analyser les acquis de la communauté arménienne de France ou de la diaspora en général, mais parlons de la communauté arménienne de France, sur ces plusieurs dizaines d'années, nous nous rendrons compte que ce n'est pas si lent que ça. Alors évidemment, nous sommes impatients parce que nous sommes des militants, parce que nous sommes une communauté engagée, parce que nous ne supportons pas l'injustice et nous souhaiterions que ça aille beaucoup plus vite. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les grandes étapes de la cause arménienne en France, après l'installation de la première génération qui n'était pas vraiment dans le combat, qui était dans l'installation, on se rend compte que finalement, avoir réussi à gagner la bataille de l'opinion en France et avoir réussi à gagner la bataille politique en France et contre la Turquie et contre l'Azerbaïdjan, c'est un véritable exploit de la part de la communauté arménienne. À chaque fois que nous avons sollicité l'arbitrage du monde politique, à chaque fois que nous avons sollicité l'arbitrage du monde politique en France, nous avons gagné. Sur les questions de reconnaissance du génocide arménien, à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelles que soient les majorités, nous avons gagné à chaque fois. Sur les questions de la pénalisation, de la négation du génocide arménien en France, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons gagné à 5 reprises contre le gouvernement turc. Donc sur la bataille politique, nous avons anéanti la politique turque. À chaque fois, quelles que soient les majorités. Nous avons gagné à chaque fois. Je veux le souligner parce que ça n'est pas rien. La Turquie est un grand État, allié stratégique de la France et du monde occidental en général, deuxième puissance de l'OTAN, un marché extraordinaire pour les grandes entreprises, surtout en temps de crise. Et malgré ça, nous gagnons. Alors je veux vous le dire aujourd'hui, non, nous sommes très forts, la communauté arménienne de France. Nous sommes très forts également parce que nous sommes très unis. Et ça, c'est important. Parce que nous consacrons notre combat à l'essentiel. C'est-à-dire à nos ennemis, c'est-à-dire au gouvernement turc et au gouvernement de l'Azerbaïdjan qui fait planer sur le Haut-Karabakh une menace qui est inacceptable. Alors soyons optimistes pour l'avenir, parce qu'en fait, les dizaines d'années qui se sont écoulées nous ont montré que nous avions la force, que nous savions aller chercher au fond de nous-mêmes la force pour remporter les victoires. Et nous allons continuer. La Turquie est sur un mauvais chemin. Aujourd'hui, tout le monde condamne Erdogan. Tous les services occidentaux, en réalité, même si la Turquie est un allié de l'Occident, tous veulent la disparition d'Erdogan. Les médias, les personnalités politiques, les leaders d'opinion
sont tous avec nous, sont tous contre Erdogan aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je veux juste répondre à la question que vous avez posée à Anatole Ragnan. Si Erdogan avait été le leader de la Turquie en 1915, il aurait fait le génocide arménien. Erdogan et Talat, c'est pareil. Alors justement, Erdogan est à la tête de la Turquie aujourd'hui, en 2018. Quel risque peut-on, avec cette radicalisation, à la fois le penchant fascisant de la Turquie, je ne parle pas de l'ensemble de la Turquie bien entendu, et cette islamisation, ce mélange du nationalisme et de l'islamisme, quel danger cela peut faire courir à une Arménie, sachant que aujourd'hui le rapprochement turco-russe peut, et l'histoire en parle, poser des problèmes pour l'avenir pour l'Arménie. Alors tout d'abord, en ce qui concerne Erdogan, moi je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Pour autant, je crois pas qu'il faille résumer et réduire la question de la dangerosité de l'État turc à Erdogan. C'est vrai qu'Erdogan, c'est un peu l'alter ego de Talat, c'est le Talat d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est le résultat d'une trajectoire turque qui n'a pas bougé en réalité dans ses fondamentaux idéologiques et politiques depuis 1915. La dénazification, je dirais, de la Turquie n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de jugement de Nuremberg, il n'y a pas eu c'est la culture de l'impunité qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Et Erdogan est le résultat de cette trajectoire, de cette politique. C'est le produit de 80 ans ou de 100 ans et aujourd'hui de 103 ans de négationnisme. Et on l'a déjà dit, le négationnisme, c'est la continuation du génocide par d'autres moyens. C'est le volet politique du génocide. Alors évidemment, quand nous manifestons le 24 avril, quand nous nous souvenons, nous remplissons bien sûr un devoir de mémoire élémentaire par rapport à nos aïeux qui sont morts et qui fait que nous sommes un peuple aujourd'hui dispersé aux quatre coins du monde. Mais aussi, nous avons un devoir d'assistance par rapport à ce qu'il reste de communautés arméniennes et chrétiennes dans cette région, et également par rapport à l'Arménie, parce que bien sûr, le négationnisme traduit la capacité de récidive de l'État turc. Rien n'a changé. Talat, Erdogan, c'est exactement la même politique, c'est exactement la même chose, et avec évidemment d'autres moyens. Parce que si on dit le négationnisme, c'est la continuation du génocide par d'autres moyens, évidemment que on ne peut pas comparer une politique de négation avec l'extermination, les souffrances d'1,5 million de personnes dans les conditions tragiques que l'on sait. Et donc nous on a un devoir d'assistance avec vis-à-vis de l'Arménie, parce que évidemment la menace du panturquisme qui était à l'origine du génocide arménien, la jonction entre les Turcs de Turquie et les Turcs d'Azerbaïdjan, d'Asie, etc. Cette idéologie qui voulait rassembler dans un même empire l'ensemble des peuples turcs et musulmans, cette idéologie continue à exister aujourd'hui. Elle est relayée à la fois par Erdogan et à la fois par Aliyev. Alors si les choses n'ont pas changé, malheureusement, du côté des bourreaux, la volonté non plus, et Mourad l'a bien rappelé, elle n'a pas changé du côté des victimes, des fils des victimes. Je considère qu'effectivement nous sommes dans la situation des victimes, même si nous ne sommes pas en situation de faiblesse, et là aussi Mourad l'a très bien dit, nous sommes en situation de résistance, nous sommes en position de combat. Ce combat, il a pris différentes formes au cours de ces 100 ans depuis le génocide. Ça a été une résistance pour maintenir la culture, ça a été une résistance ensuite qui a pris d'autres formes plus revendicatives. Aujourd'hui, ce combat continue, et l'importance de la mobilisation du 24 avril, elle réside dans le fait que on voit ce jour-là quelle est la capacité, quel est le degré de mobilisation de la communauté arménienne. Or, si nous voulons que nos revendications aboutissent, si nous voulons protéger l'Arménie, si nous voulons faire respecter la mémoire de nos anciens, il faut être évidemment très très nombreux ce jour-là, très mobilisés. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra faire de la question du génocide un enjeu des relations internationales, parce que ça passe aussi, les progrès passent aussi par cette dimension-là.
Alors rappelons tout de suite les dates importantes de mobilisation. Pour Paris, cela commence le samedi 21 avril avec le ravivage de la flamme du soldat inconnu donc par l'ANACRA. Donc c'est à 18h. Le départ est à l'angle rue Balzac et Champs-Élysées. Donc le samedi 21 avril, mais surtout le 24 avril, après la messe de 15h en l'église Saint-Jean-Baptiste, donc rue Jean Goujon, à 18h, c'est la cérémonie républicaine devant la statue de Gomidas, place du Canada, qui sera suivie par une marche, la marche pour la justice. Rappelons à nos auditeurs que à Marseille, à Lyon également, et je donnerai en fin d'émission toutes les dates des grandes et des petites villes pour que tout le monde soit informé, parce que nous avons des auditeurs un peu partout désormais en France, grâce à Internet et à nos smartphones. Mais le plus important à Paris, donc, c'est le mardi 24 avril à 18h devant la statue de Gomidas. Alors nous allons parler dans les jours à venir, autour de cette table encore, de réparation de ce grand chantier, de ce grand dossier qui peut-être nous prendra autres 103 ans encore, on ne sait jamais. Au moins, mais même si c'est plus, on poursuivra. En tout cas, la justice internationale n'est pas encore au rendez-vous. Vous avez évoqué à la Toragnon tout à l'heure Nuremberg, ou l'absence d'un Nuremberg arménien. On a vu les différents parcours judiciaire ou juridique avec la Cour des droits de l'homme européenne, avec l'affaire Perinček. Est-ce que sur le plan de la justice internationale, on peut espérer, est-ce que c'est le chemin à prendre pour nous aussi, ou face à la Turquie, qui sait apparemment travailler aussi à ce niveau-là, on n'est pas prêt encore, Mourad Papazian? Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas eu notre Nuremberg. Parce que Nuremberg, c'est un tribunal international. Mais on a eu en 1919 le procès des unionistes, qui a condamné à mort par contumace des principaux ordonnateurs du génocide arménien. Et sur ces faits-là, en Turquie, 4 ans après le début du génocide arménien. Donc c'est un aveu en soi, même si je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu la dénazification, parce qu'ensuite il y a eu un régime fort avec Kemal Atatürk qui a poursuivi en réalité l'œuvre de Talat. Avec les mêmes hommes, avec les mêmes fonctionnaires, etc. Mais il y a eu, en 1919, d'accord, dans un régime faible en Turquie, mais quand même, il y a eu l'aveu de l'État turc, puisqu'il y a eu ce procès des unionistes qui a condamné à mort les principaux responsables du génocide arménien. Ne l'oublions pas, c'est important. Et c'est à partir de ce jugement-là qu'il y a eu l'opération Némésis, c'est-à-dire la chasse, la traque, l'assassinat des principaux responsables du génocide arménien. Donc, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est dans depuis plusieurs dizaines d'années d'ailleurs, dans une espèce de dogme international qui protège effectivement les frontières qui avaient été tracées pour éviter effectivement tout désordre international. Mais on voit que les choses ont bougé, notamment en Europe centrale, les choses ont bougé en Afrique, les choses ont bougé dans un certain nombre d'endroits dans le monde, et donc les choses peuvent bouger. D'accord ? Là, un des volets importants des réparations sur lequel nous insistons également, c'est le volet de la revendication territoriale. D'accord ? Il y a un traité, le traité de Sèvres, qui a partagé effectivement l'Empire ottoman, a reconnu les frontières de l'Arménie également dans le cadre de l'Arménie occidentale, de l'Arménie historique, d'accord ? Et donc ça fait partie de nos revendications. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître du rêve, ça peut même paraître pour certains irresponsable, mais je vous rappelle également que l'indépendance de l'Arménie paraissait utopique, paraissait un rêve, paraissait même irresponsable aux yeux de certains qui l'ont même dit, d'accord ? Et on l'a obtenu, l'indépendance de l'Arménie. Sur le Haut-Karabakh, c'est pareil. On était le combat de David contre Goliath et le peuple arménien a remporté la guerre du Haut-Karabakh contre toute attente de la part de certains géopoliticiens, d'accord ? Donc rien n'est figé. Il faut maintenir vivace cette revendication territoriale qui peut paraître aujourd'hui totalement illusoire, mais qui demain peut devenir réalité. Ça fait partie
de nos revendications, d'accord. Sur la question du négationnisme, nous continuons le combat également, mais je veux dire que les réparations sont un volet important. On n'est pas que dans le volet de la mémoire. On n'est pas uniquement, et ça fait longtemps qu'on n'est plus uniquement dans le volet de la commémoration et du souvenir. C'est important pour nous. Mais en fait, nous sommes porteurs d'un combat, et ce combat, nous allons le gagner. Alors justement, au dîner du CCF, le président Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de remettre à l'ordre du jour la question du combat et de la pénalisation du négationnisme du génocide arménien en France. Alors que beaucoup dans la communauté arménienne se disaient c'était un combat difficile, on l'a gagné, vous l'avez rappelé Mourad Papazian, sur le plan politique, mais sur le plan, j'allais dire, juridique, j'entends le Conseil constitutionnel l'a refusé à 2 reprises. Donc Emmanuel Macron compte reprendre le flambeau. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Alat Ouranian, une mobilisation nouvelle, des énergies nouvelles sur ce combat? Il était important que du point de vue des autorités de la France, du gouvernement et de sa plus haute instance, le chef de l'État, on considère pas que sur cette affaire-là, sur l'affaire de la pénalisation du négationnisme, le dernier mot a été donné par le Conseil constitutionnel. Donc il y a une suite. Quelle forme prendra cette suite J'en sais rien aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes avec des juristes. Mais en tous les cas, il y a eu une réaffirmation du fait qu'on ne pouvait pas en rester là. Que le négationnisme sur le territoire national, comme expression hyper violente, recélant une forme de racisme, ne pouvait pas être admis. Ce n'est pas une opinion, on l'a déjà dit, c'est une forme de délit, mais ce délit, pour l'instant, il n'est pas encore inscrit dans le droit pénal français. Que le président de la République l'ait dit, l'ait affirmé, l'ait écrit, dans un discours en particulier au moment du dîner du CCAF, ça a une portée politique importante et c'est déjà en soi une victoire, au moins sur le plan moral. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que cette victoire sur le plan moral se transforme en une victoire sur le plan juridique et qu'elle rentre en effet dans la loi française. Alors, c'est un combat, on l'a vu, qui est difficile. Il faut qu'on soit aussi vigilant parce que on ne veut pas aller à nouveau dans une impasse et on ne veut pas qu'on nous dirige à nouveau vers une impasse. Donc, on fera ce qu'il y a à faire, je pense, sur cet axe de lutte. Mais ce n'est pas le seul axe de lutte de la communauté arménienne en France. Il y en a bien d'autres. Mais c'est un axe effectivement important. On ne peut pas se résoudre à ce que 100 ans après, ce négationnisme qui est le véhicule, le vecteur d'une haine anti-arménienne, puisse avoir droit de cité sur le territoire. Et puis il y a eu un événement quand même, il y a toute une série d'événements sur le négationnisme. On dit qu'est-ce que c'est. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a aujourd'hui, il devait y avoir à Dreux une manifestation négationniste avec un négationnisme, un retraité du négationnisme, un Français qui s'appelle Monsieur Bénard, qui devait faire une manifestation à Dreux, avec un rassemblement à Dreux avec la COGEP sur le thème. Et si on nous avait menti, la COGEP, c'est l'organisation turque qui est le relais en France de l'ambassade de Turquie, et c'est les organisations turques qui avaient notamment organisé la mobilisation massive contre la loi Boyer en 2012. Donc c'est une structure qui est très liée à l'ambassade de Turquie et qui est un des véhicules du négationnisme en France. Donc c'est quelque chose qui est inadmissible. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a des intellectuels turcs, et là il faut quand même les saluer, qui, faisant preuve d'un grand courage, risquent la prison, risquent leur vie pour exprimer la vérité sur ce qui s'est passé en 1915, nous avons ce type d'organisation nationaliste qui excite à la haine, qui pousse à la haine les populations turques immigrées ici. C'est totalement inadmissible sur le plan moral, mais aussi c'est dangereux, c'est constitutif potentiellement d'un trouble à l'ordre public. Donc la République
par rapport à ce négationnisme, doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas laisser une question aussi sensible à l'arbitrage des différentes communautés. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je pense que c'est ce qu'a voulu, je peux pas parler à sa place, enfin, je pense que c'est ce qu'a voulu affirmer le président de la République quand il a dit ce qu'il a dit sur cette affaire. Alors, ce rassemblement de Dreux, il s'est arrêté sur quelle base juridique, pression politique, sensibilisation? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu une réaction assez forte du CCAF qui a pris les commandes de la réaction, qui a pris l'initiative de la réaction. Auprès de qui? On a fait un communiqué, on a averti les pouvoirs publics, on a écrit au ministère de l'Intérieur, on a alerté les autorités locales à Dreux, on a eu le chef de cabinet de la municipalité. Enfin, on a mené campagne, on a aussi alerté les organisations de défense des droits de l'homme qui nous ont apporté leur soutien, SOS Racisme, l'UEJF, la LICRA qui a apporté sa solidarité là-dessus. Donc on n'est pas isolé sur une question comme celle-là. On a quand même aujourd'hui un réseau, les Chrétiens d'Orient, etc., qui est très sensibilisé sur cette affaire. Ce n'est pas nous seulement face à l'État turc, c'est les défenseurs des droits de l'homme face à l'État turc et à ses relais en France qui continuent 100 ans après le génocide à se faire les relais et les propagandistes d'une idéologie mortifère qui est proprement inacceptable. Alors, justement, on a vu ces échanges entre Erdogan, Netanyahou, à chaque fois qu'il y a une crise autour des Palestiniens. La question du génocide arménien revient à l'ordre du jour de certains politiques en Israël pour dire, dans ces circonstances-là, il faut vite reconnaître le génocide arménien. Le génocide est une arme de négociation, de concession, de pression sur les uns et sur les autres. Est-ce que la France, avec cette question, cette remobilisation autour du négationnisme et la pénalisation, c'est pas ces problèmes qu'elle est en train de régler avec la Turquie comme pour en faire un levier de négociation? Sincèrement, je ne crois pas. Je pense que c'est totalement indépendant. Enfin, on peut pas lier le contexte. On peut pas faire un parallèle entre le contexte en Israël et le contexte en France. Non, pour la France, c'est un autre sujet. Ça a pas de lien. Ça a pas de lien. Et je pense que il y a des engagements. La communauté arménienne de France est quand même très organisée, très forte, puissante à travers ses organisations, ses partis politiques, le CCAF, qui est une réalité incontournable aujourd'hui. Et en fait, le monde politique français, à travers toutes ses composantes et ses différences, reconnaît les Français d'origine arménienne comme étant une force organisée et qui est porteuse de justice, en fait, de revendications justes. Et donc sur cette question, on a préparé à la Toranian moi-même avec l'Élysée effectivement ce dîner du CCAF. Comme nous avions entre les deux tours le 24 avril 2017 reçu Emmanuel Macron au monument Comitas quelques heures avant la commémoration officielle, et nous l'avions déjà sensibilisé, d'ailleurs vous étiez là, Martin Gabrielian, nous l'avons sensibilisé sur les principaux dossiers autour desquels nous étions mobilisés. Une fois qu'il a été élu, nous avons repris attache avec l'Élysée, ses conseillers, pour rappeler effectivement que nous attendions que le président de la République française tienne ses engagements par rapport à la communauté arménienne, ses revendications, la cause arménienne. Et avant le dîner du CCF, nous avons eu de nouveau des réunions de préparation avec l'Élysée, comme quoi c'est vraiment un processus, un suivi, extrêmement méticuleux de notre part. Et parmi les dossiers qui sont en suspens et sur lesquels nous sommes mobilisés, il y a effectivement cette question de la pénalisation du négationnisme, comme il y a eu la question de la journée marquant le génocide et qui doit être officialisée dans le calendrier républicain. Alors justement, de la France. Du nouveau par rapport à cette ordonnance, c'est une ordonnance? Ça fait partie. Non, ce sera plutôt un décret présidentiel. Ça fait partie des dossiers que nous avons remis sur la table élyséenne pour la préparation du 24 avril. C'est un suivi au quotidien.
c'est un suivi au quotidien, sachant que ce n'est pas non plus la priorité de l'État français, mais on doit nous remettre à chaque fois ces sujets à l'ordre du jour, et nous le faisons. Donc, il est vrai qu'il a rebondi sur 2 points, la question de l'inscription de la journée au calendrier républicain et la question de la négation, de la pénalisation de la négation du génocide arménien, sur lesquels, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vient de dire Arat Oranian, mais on ne peut pas laisser le dernier mot, effectivement, au verdict, au jugement du Conseil constitutionnel. Cette annonce, j'ai dit ordonnance, je voulais dire décret présidentiel, sur la journée, on pensait quelque part que ça pourrait arriver cette année, le 24 avril, marquer cette journée dans le calendrier républicain. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais le 24 avril, il y a encore 10 jours devant nous. Donc, est-ce que vous, en tant que CCAF, vous avez des informations? Est-ce que ça peut arriver tout de suite? On peut vous dire une chose, ça va se faire. Ça va se faire cette année ou l'année prochaine, mais ça va se faire. Mais là encore, il faut maintenir la pression. Parce que si on ne maintient pas la pression, si on ne maintient pas une présence quasi quotidienne, ça ne fonctionnera pas. Et surtout le 24 avril, être nombreux dans les rues. Et ça sera un vrai progrès. Et justement, si le 24 avril, nous sommes nombreux, ça signifie, nous signifions à la France que nous sommes vigilants, en fait, sur tous les points qui nous concernent. Et si nous ne sommes pas vigilants sur tous les points qui nous concernent, personne ne le fera à notre place. Donc c'est vrai, vous avez eu raison d'insister, Martin Capriélian, tout à l'heure, sur le fait que 24 avril, à 18h à Comitas, mais 24 avril à Lyon, 24 avril à Marseille, 24 avril dans toute la France, pour qu'on puisse effectivement, au nom des Français d'origine arménienne, marquer une présence forte ce jour-là. Alors, nous avons tout à l'heure parlé un petit peu de la situation en Turquie, et je veux insister sur le cas de Garo Paylan, qui est en danger avec ses camarades du HDP. Alors, ils sont déjà pleins dans les prisons. Il y a un certain Demirtas qui a pris 142 ans. Qui est le coprésident du HDP. Bien sûr. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Évidemment, nous pensons beaucoup plus à Garo Paylan, que nous avons accueilli dans ses studios, qui a été accueilli par le CCF, qui a été sous la protection d'une manière ou d'une autre, il faut le dire, du président de la République au dîner du CCF. Qu'est-ce qui pourrait arriver à notre Garo Paylan, Arat Oranian? C'est très difficile de répondre à votre question. Garo Paylan est un militant des droits de l'homme. Il a pris ses responsabilités, il prend ses responsabilités. Il sait que en Turquie, il est dans la marmite du diable, qu'il risque à tout moment non seulement d'être mis en examen, d'être jeté en prison à la faveur d'une immunité, de la levée d'une immunité parlementaire comme celle que vient de demander le procureur d'Ankara. Il sait aussi également qu'il y a une histoire criminelle dans cet État, particulièrement à l'encontre des Arméniens. On est un peu plus de 10 ans après le décès de Hrant Dink, qu'il connaissait. Il est parfaitement conscient des données de la situation, de la réalité de ce qu'est l'État turc, de ce qu'est l'État profond, de ce que sont les systèmes de services secrets de Barbouze, de ce qu'est cette entreprise criminelle et de ce qu'elle renferme comme haine raciste qui n'a pas été contre les Arméniens, haine raciste qui n'a pas été nettoyée par un procès, par cette dénazification qu'on appelle de notre vœu. Il est parfaitement au courant de tout ça. Il le sait parfaitement. Tout ce qu'on peut lui dire, ou lui donner comme conseil en lui disant attention, etc. Il est engagé dans un combat. Et nous, on doit faire en sorte avec d'autres. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui 55 000 prisonniers politiques en Turquie. On est dans une situation un peu à la Pinochet. Le Chili à l'époque la Turquie d'aujourd'hui n'a pas grand chose à envier en tant que système de dictature à ce qu'était le Chili à l'époque. Il y a eu 110 000 ou 150 000 fonctionnaires qui ont été mis à pied, licenciés du fait de leurs opinions supposées. Donc c'est un véritable système de terreur. Je parle même pas
des procédés de nettoyage ethnique contre les minorités, en particulier contre les Kurdes, à l'intérieur des frontières de l'État turc comme à l'extérieur, en Syrie. Donc nous avons affaire à un système, à une dictature extrêmement violente, et nous avons des hommes de la trempe et du courage de Garo Paylan qui, au cœur du système, mène une résistance pacifique, une résistance politique qui mérite d'être saluée, et elle a été saluée par les plus hautes autorités de l'État français, par le président de la République, par la maire de Paris qui lui a accordé la plus grande médaille, la plus grande récompense de la ville de Paris. Donc bien sûr, Garo Paylan n'est pas seul, mais si la Turquie veut faire de Garo Paylan un martyr, ça pourrait être le déclencheur de quelque chose de terrible. Moi, je vais vous le dire très clairement, Garo Paylan peut mourir. Je suis très inquiet, et je l'ai dit au dîner du CCF devant le président de la République et en sa présence, Garo Paylan peut mourir. Parce que la Turquie ne risque de ne pas s'embarrasser de quelqu'un qui peut devenir le numéro 1, l'opposant numéro 1 au régime d'Erdogan. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé à la maire de Paris, elle n'a pas hésité une seule seconde à ce qu'elle médaille Garo Paylan. Elle n'a pas hésité une seule seconde. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette entrevue informelle, mais dont les caméras du monde entier ont été les témoins, entre le président de la République française Emmanuel Macron et Garo Paylan. C'est un moment important pour l'opposition démocratique au régime d'Erdogan. C'est un moment important pour nous, parce que Garo Paylan est un héros. Un héros. C'est une personnalité qui est devenue incontournable aujourd'hui en Turquie. Et malgré tout, Garo peut mourir. Peut mourir assassiné par les services turcs, quels qu'ils soient, véritablement. Il en a conscience. Nous avons discuté avec lui de ça en privé à plusieurs reprises, mais il veut continuer son combat en Turquie, malgré les dangers immenses qui pèsent sur sa personne. Et ça sera effectivement, le 24 avril, un moment important pour lui également. Et je dois dire que le fait qu'il ait pu venir en France le 30 juin au dîner du CCAF et rencontrer le président de la République, c'est déjà un élément important dans le combat qu'il mène en Turquie. Nous sommes tous derrière lui, tous avec lui. Et le 24 avril, nous aurons également une pensée pour lui et pour le combat qu'il mène. Il va s'exprimer également le 24 avril sur la question non seulement du génocide arménien, mais sur la question des droits de l'homme en Turquie et le droit des peuples, des minorités. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les Kurdes, mais les Alévides, les Assyro-Chaldéens, les Arméniens, les Juifs sont malmenés dans le régime d'Erdogan. Alors, il était assis à votre place ici, Garo Paylan, il y a quelques semaines, quand il était justement en France, et quand je lui posais la question sur ses menaces de mort, sur les risques, sur sa vie, tout simplement, il répondait en disant que il y a quelques jours, l'armée a bombardé Afrin, c'était pas l'attaque encore, et il se trouve qu'il y a un Arménien qui est mort à Afrin. Il y a des Arméniens à Afrin. Et il dit, est-ce que la vie de cet Arménien mort à Afrin par l'armée turque vaut moins que ma vie à moi? Donc, ne pensez pas à ma vie, ne pensez pas à moi. Moi, je mets mon combat avec la conscience et la responsabilité qui sont les miennes. Justement, la Turquie est aujourd'hui en Syrie, chose qui lui était interdite il y a quelques années parce que personne ne voulait cette expansion de la Turquie. Vous parliez tout à l'heure à la Touranian du pantouranisme et le panturquisme, donc cette expansion de l'autre côté, donc du côté arménien de la frontière turque, mais ici en Syrie, on a l'impression qu'il y a des intentions d'annexion, de présence permanente aujourd'hui à Afrin, mais le risque peut aller jusqu'à Kamishli et beaucoup plus loin. Est-ce que et personne n'en parle. Aujourd'hui, personne ne parle de la présence d'une armée turque dans un territoire où le régime syrien, en tout cas l'État officiel, n'a pas demandé à la Turquie d'intervenir. Donc c'est une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures. Bref, quelle est la responsabilité de la Turquie et jusqu'où peut aller la Turquie en Syrie? Alors, il y a
il y a deux dimensions chez Erdogan. Il y a une dimension hyper nationaliste turque, et puis il y a une dimension aussi religieuse. Et il veut être à la fois une sorte de super Mustafa Kemal pour la Turquie, mais également une sorte de sultan qui veut visiblement régner et avoir un rôle dans le réveil djihadiste qui touche cette région et qui a fait les ravages que l'on sait, non seulement en Syrie, mais jusqu'en France il n'y a pas très longtemps. Donc on a vraiment affaire à une politique, à un positionnement hyper mégalomane et dangereux. Je crois que les Occidentaux en ont conscience, mais pour l'instant, ils ne veulent pas se donner les moyens de stopper le sultan, de stopper le tyran. Je me souviens quand même que au moment du dîner du CCAF, Emmanuel Macron avait donné une interview à Georges Malbruno et qu'il avait expliqué qu'il fallait que la Turquie, que la France n'accepterait pas que la Turquie continue une politique d'envahissement de la Syrie. Donc on est quand même bien conscient de ce qui se passe. Et il y a aussi une autre dimension, c'est que les Occidentaux, les Français, les Américains ont en Syrie mené la lutte contre Daesh la main dans la main avec les organisations kurdes en particulier. Et il y a une solidarité militaire qui s'est créée sur le terrain entre les forces armées françaises, les forces armées américaines. Est-ce que cette solidarité militaire, elle va se transformer demain en une solidarité diplomatique entre ces différents pays occidentaux pour stopper les velléités d'Erdogan et les velléités d'expansion d'Erdogan sur la Syrie? En tous les cas, c'est un axe sur lequel on devrait pouvoir travailler au niveau des gouvernements, dans les relations qu'on a avec eux, dans les discussions qu'on a avec eux, mais également auprès des opinions publiques. Je pense que sur ce plan-là, Erdogan n'est pas tout à fait tranquille parce que l'hypothèse que l'armée française puisse se déployer en Syrie pour faire barrage à l'armée turque a été évoquée. Elle a été évoquée notamment dans les discussions entre le président de la République française et les leaders kurdes qui ont rendu une visite il y a quelques semaines à l'Élysée. Ça n'a pas été encore mis en place, mais ça a été évoqué. Et je pense que les frappes de cette nuit franco-anglo-américaine sont aussi un petit avertissement à Ankara. Un petit avertissement, mais un avertissement quand même à Ankara, comme quoi c'est possible. Donc je pense que Erdogan sait que à un moment donné, il ne peut pas aller trop loin. Il a fait cette incursion-là, mais il n'est pas certain qu'il puisse aller plus loin dans le territoire syrien. Parce que au final, au-delà de ces questions régionales, il y a un problème d'avenir pour les Arméniens. Alep, c'est pas très loin. Et puis Afrin fait partie du gouvernorat d'Alep, même pas de la ville d'Alep, mais du gouvernorat d'Alep. Donc on n'est pas vraiment très loin. Et une fois installé dans cette région, on peut supposer, pas pour tout de suite, mais un jour, ce qui pourrait arriver également aux Arméniens. Donc le danger est permanent en Syrie également. Alors nous allons faire un tour vers Genève parce que hier soir il y a eu un événement très intéressant, très riche. Beaucoup de gens étaient présents. On nous parle d'une présence d'environ 1000 personnes et c'est quand même un grand chiffre pour Genève, où les Arméniens, malgré plusieurs années de mobilisation et de difficultés, ont pu enfin ériger un mémorial du génocide arménien, les réverbères de la mémoire, dans un parc, le parc Tremblay à Genève. Et pour en parler avec nous, Agop Avakian. Monsieur Avakian, bonjour. Bonjour. Vous êtes, il faut que je le dise, vice-président du Parti démocrate chrétien de Genève et vous êtes de ceux qui ont pris part à cette initiative depuis de longues années. Alors, d'abord, ma première question est de savoir pourquoi ça a pris tant de temps. Il y avait plusieurs premières fois, ils ont dit qu'il y a
site archéologique pour ça, on a compris. Après, on a dit qu'on va mettre aux Nations Unies avec la pression de Turcs et Azerbaïdjanais, et ils ont stoppé. Et après, on était dirigé vers Parc de Tremblay, mais je trouve c'est beaucoup mieux. C'est très joli endroit, magnifique parc. On voit les Alpes et l'œuvre de Monsieur Melik Ohanian. Un artiste français. Excellent, très très joli, magnifique. Mais on était dans un combat juridique pendant 10 ans contre le l'association turque et le gouvernement turc. Pour ça, ils nous suivent partout, même après le génocide, même après 100 ans. Ils ne nous laissent pas tranquilles. Mais on a combattu, et à la fin, le juste qui gagne. Alors justement, c'est ce parc, vous l'avez dit, c'est un très beau parc, mais il aurait été peut-être politiquement plus marquant si ce geste était réalisé près de l'ONU, voilà, parce que oui, c'est ça le combat aussi politique. Un peu coin mort pour moi. Ok, c'était symbolique, mais le parc où on a mis l'œuvre d'art, c'est un endroit vivant. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais je suis très satisfait quand même. On a réussi. Et c'était l'ouverture avec présence tous les élus, vraiment de grande majorité. C'était un grand succès pour les Arméniens de Genève, mais pour tous les Arméniens au monde, c'était quelque chose d'exceptionnel. Avec le maire de Genève, M. Pagani, qu'il a dit c'est porte universelle cette parc maintenant. Pour ça, il y avait tout le magistrat, le représentant du Conseil de l'État, le Conseil d'État, le gouvernement était un grand, sauf le UDC, l'extrême droite, qu'ils ont été absents et ils nous combattent. Ils sont contre les Arméniens, que vous savez ça. Je voudrais réveiller tous les Arméniens. Il ne faut pas faire confiance à l'extrême droite. Alors justement, est-ce qu'on peut relever quelques phrases de ces allocutions, surtout des personnalités non arméniennes? Comment vivent-elles ou ressentent-elles 103 ans après la douleur des Arméniens à travers ce parc et ce qu'il en représente pour les Arméniens? C'est pas pour les Arméniens, c'est les Arméniens qu'ils ont offert à la ville de Genève, au geste qu'ils ont fait accueillir les Arméniens. Donc il s'agit de 9 réverbères. Elle est offerte à la ville de Genève. Vous voyez, c'est offert à la ville de Genève, c'est quelque chose de merveilleux, mais le maire de Genève, comme j'ai dit, il a bien longtemps, il a bien présenté la situation. Monsieur Auger aussi, il était très bien. Monsieur Sami Kanaan, ministre de Culture, qu'il était très, depuis des années, il combat avec nous. Mais je vous dis, il y a, conférence de presse d'abord de Monsieur Charles Aznavour, il était présent. Et M. Charles Aznavour, il a bien expliqué tout le détail aux journalistes, comme ce matin dans tous les journaux, si vous prenez le Tribune de Genève ou les autres, vous voulez voir en faveur, même la télévision suisse romande, hier soir, ils ont montré tout. Pour ça, le détail de chaque personne, j'étais occupé aussi avec tous les élus qui ont été là. Pour ça, très long. C'était en faveur des Arméniens à 100%. On a parlé de 1915. C'était cette année le 70e anniversaire de droits de l'homme aussi, qui s'était créé à Genève, en Suisse. Pour ça, c'était vraiment le 70e anniversaire de droits de l'homme. Mais le succès, c'était énorme. Vraiment, c'est après une méchant combat avec le Turc. Alors, pour ça, il faut pas faire confiance à ces gens. Alors, il faut pas faire confiance à eux.
Je pense qu'autour de la table, on serait d'accord de dire que c'est difficile de faire confiance à la Turquie, surtout et à l'Azerbaïdjan aussi. Voilà, on a vu qu'il y a eu un combat depuis 10 ans pour vous interdire d'installer j'appellerais ça les monuments, les réverbères dans le. Il y en a 9, donc c'est important et c'est très joli et c'est original comme approche aussi sur le plan, j'allais dire artistique, parce qu'on est loin des khachkars et des monuments dont on est habitué. C'est une nouvelle façon Exactement, c'est une autre chose. Ok, ça a coûté beaucoup, Mourad beaucoup d'argent, Papazian. Oui. mais ça mérite. Mourad Papazian, votre réaction par rapport... D'abord, Monsieur Avakian, bravo pour cette initiative et l'abnégation dont vous avez fait preuve en Suisse pour arriver à ce résultat. C'est formidable. Parce que Genève, c'est également un beau symbole pour le combat pour la cause arménienne, avec la présence de l'ONU et avec finalement peu d'Arméniens présents sur place pour faire le travail. Et donc, je voudrais vous féliciter sincèrement pour cette belle victoire. Merci beaucoup, Monsieur Agop Avakian. On est amis sur Facebook. Oui. Et je vous suis aussi, je vous félicite aussi, merci. Et je vous souhaite votre combat, c'est plus acharné en France, je sais très bien. C'est pas la Suisse, on peut contrôler nous. Ok, on n'est pas nombreux, mais on a beaucoup de gens de qualité à Genève. L'intervention de Monsieur Vahe Gabrash et Stéphane Christensen, c'était excellent aussi, de côté de notre des représentants de la communauté des Arméniens de Genève. Vraiment, c'est votre combat aussi, c'était. Absolument. Pour ça, merci beaucoup à Radio Hype, à Monsieur Vartan aussi, qui m'a téléphoné. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous pour le travail que vous avez mené merci beaucoup. Donc, comme partout, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, une victoire, on est vraiment, même si physiquement on n'est pas présent et puis on voit pas les choses de près. Et moi, je vois quand je voyage comment les gens parlent de la communauté arménienne de France, sa mobilisation, ses victoires, ses échecs. À chaque fois qu'on est face au Conseil constitutionnel, tout le monde arménien en pleure de cette tragédie, parce que c'est une tragédie après une victoire politique, comme vous le disiez tout à l'heure, Mourad Papazian. Je sens que il y a une sorte de convergence entre les communautés diasporiques à chaque fois qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça que nous avons tenu aujourd'hui de montrer à nos auditeurs en France aussi qu'il se passe des choses, et c'était hier soir à Genève, c'était important. Donc, parlons et mobilisons nos compatriotes et nos amis autour des commémorations du 24 avril. Rappelons que le 24, c'est un mardi, le soir à 18h, il faut que nous soyons très nombreux devant la statue du Père Komitas, place du Canada, et puis, comme tous les ans, il y a la marche vers les Champs-Élysées. En dehors de cette commémoration, il faut rappeler également que au mémorial de la Shoah et en partenariat avec le CDCA, le 29 avril, une projection du film Women of 1915, les femmes de 1915, un film de Paret Maronian, sera projeté avec une conférence derrière de Paret Maronian justement, mais également Yair Oron, Claire Moradian et Harut Mardi-Rossian. Donc tout ceci a lieu le dimanche 29 avril à 14h30, projection de Women of 1915 de Paret Maronian. Mais également à l'UCFAF, ce film sera projeté également. Non, c'est l'UCFAF, pardon, qui fait part d'une projection également le jeudi 10 mai à 17h de ce même film. Donc voilà, l'information est donnée. Le film La Promesse tourne encore à Antony, donc ça continue. Il y a plusieurs séances tout le mois d'avril jusqu'au 27 avril, donc vous pouvez vous renseigner. Donc c'est à Antony, au théâtre l'Acte 12, mais également à Arcueil, Dépôt de Gerbes et
projection du film de Promise, donc le mercredi, ça s'est passé déjà, et le 25 avril à Charenton-le-Pont, tous les ans à Charenton-le-Pont il y a une commémoration, donc le 25 avril à 18h square Paul Éluard. Et ensuite, à Chaville, donc c'est le dimanche 29 avril. Comme vous le savez, toutes les communautés parisiennes se mobilisent le 24 avril à Paris même. C'est la raison pour laquelle il y a différentes dates aux alentours, autour du 24 avril pour laisser tout le monde se mobiliser le 24 à Paris. Donc, à Chaville, c'est le dimanche 29 avril, messe à 10h30, puis cérémonie devant le monument arménien. À Évreux, inauguration d'une stèle commémorant le génocide des Arméniens. Donc, ça, c'est aussi, on en parle de moins en moins. Moi, il y a toujours des inaugurations qui arrivent chaque année ici et là. Donc, c'est le 21 avril. Le Mans, l'association armène organise l'inauguration d'un Khachkar. C'est le 19 avril à 15h à Coulers. Les Lilas, le samedi 21 avril à 10h, donc c'est la commémoration du génocide. À Tours, un peu plus loin, c'est le 24 avril à partir de 18h sur le site du Jardin du Souvenir, place Anatole France. Donc ça c'est à Tours. Au Lilas, le lundi 21 avril à 10h au cimetière des Lilas devant la stèle du sculpteur David Yerevansi, donc une commémoration. Au Rincy, à l'école Tebrot-Sasser, le lundi 21 avril à 11h. Charenton-le-Pont, nous l'avons dit, c'est le 25 avril, et à Alfortville, c'est le 29 avril, une messe comme tous les ans, suivie d'une marche jusqu'au Khachkar. Donc ça c'est pour la région parisienne. Alors pour la région lyonnaise, plusieurs commémorations, essentiellement à Lyon le 23 avril, donc une marche au flambeau, c'est à 20h, donc c'est le rassemblement face au mémorial lyonnais du génocide des Arméniens, place Antonin Poncet. À 22h, donc, c'est encore un rassemblement citoyen face au consulat du général de Turquie, cette fois-ci, 87 rue de 16, métro Masséna. Et le mardi 24 avril à 14h30, un office religieux organisé par les 3 églises arméniennes en l'église Saint-Jacques. 15h15, rassemblement devant l'église arménienne et préparation du cortège. Donc c'est la marche pour la justice jusqu'au mémorial avec une halte au pont Wilson. À 17h30, dépôt de gerbes par les personnalités. Et 17h50, cérémonie de commémoration régionale et républicaine du génocide des Arméniens. Ensuite, je vous donnerai que les dates pour les régions et je suis sûr que le CCF de la région centre pourra vous fournir plus d'informations pour nos auditeurs dans la région lyonnaise, donc dans la région centre. Fourvière, c'est le dimanche 29 avril, Bourg-les-Valences, mardi 24 avril, Charvieux, Chavagneux, Pont de Chéruy, mardi 24 avril, Chasse-sur-Rhône, samedi 28 avril, Clermont-Ferrand, mardi 24 avril, Dessines, vendredi 20 avril. Mézieux, samedi 28 avril. Montélimar, mardi 24 avril. Rilieu-la-Pape, samedi 28 avril. Romans-sur-Isère, mardi 24 avril. Saint-Chamond, dimanche 22 avril. Saint-Étienne, mardi 24 avril. Saint-Martin-d'Air, mardi 24 avril. Valence, lundi 23 avril. Donc il y a d'abord à 20h la veillée du souvenir à la stèle du génocide des Arméniens. Et puis, mardi 24 avril, la messe à 10h. À 17h, le rassemblement place du Champ de Mars. Donc, il y aura des prises de parole. Et à 18h20, départ du défilé depuis le Champ de Mars en direction de la stèle du 24 avril. Vaux-en-Velin, mardi 24 avril, Vienne, dimanche 29 avril, Villeurbanne, lundi 23 avril. Et très rapidement pour la région sud, donc évidemment je rappelle que toutes ces informations peuvent être retrouvées auprès des CCF régionaux. Donc à Toulon, mardi 24 avril,
Open Mirabeau, samedi 21 avril. À Arles, le 24 avril. Bouc Bel-Air, donc c'est le mardi 24 avril. Roquebrune sur Argent, le 5 mai. À Cannes, c'est le 24 avril. À Avignon, c'est le samedi 28 avril. À Draguignan, le mardi 24 avril. À Gardanne, mardi 24 avril. À Aix-en-Provence, le mardi 24 avril. À Lille-sur-la-Sorgue, donc c'est le samedi 28 avril. La Ciotat, mardi 24 avril. Martigues, mardi 24 avril. Et puis Montpellier, le mardi 24 avril également. Saucé et Carie, le mardi 24 avril. Septem-les-Vallons, donc c'est le samedi 21 avril. À Vitrolles, c'est le 25 avril. Et si j'ai souhaité donner toutes ces indications, toutes ces dates, c'est d'abord pour information, mais c'est surtout pour montrer combien nous sommes tous mobilisés dans toute la France. Et je suis persuadé que j'en oublie beaucoup encore. À la Toragnan. Oui. Une petite date aussi, à Paris, le 25 avril, les rendez-vous des NAM, de Nouvelles d'Arménie Magazine, à 19h30, à l'UGAB rue de Courcelles, avec Bernard-Henri Lévy, qui est, comme vous le savez, l'intellectuel qui, le premier, s'est mis aux avant-postes de la lutte contre le négationnisme et qui va nous faire une conférence débat avec la rédaction de NAM sur le thème contre Erdogan et le fascisme turc. Alors, si à Genève, ils ont été 1000 hier, si on est quelques centaines à 1000, je ne parle pas de Paris, de Marseille et de Lyon, des grandes villes, des petites villes, si on est quelques centaines, mais ça compte tout ça, et vous disiez, Mourad Papazian, les préfectures, les services publics, l'Élysée verra si nous sommes nombreux sur le terrain ce mardi 24 avril. Absolument, c'est une formidable présence en fait des Français d'origine arménienne partout en France. Et je le dis, je suis assez optimiste pour l'avenir parce que vous avez bien fait, Valentin Caprielian, de mentionner, et vous en avez oublié, un certain nombre d'ailleurs, mais c'est normal, de mentionner effectivement l'organisation de toutes ces commémorations parce que ça prouve que 103 ans après, nous sommes plus mobilisés que jamais. Nous sommes plus mobilisés que jamais pour faire triompher la justice. Qui ne commémoraient pas, il y a bien 20 sûr, ans, le génocide arménien. Et dans toutes les villes. J'ai pas parlé de Toulouse, j'ai pas parlé de plein de villes, de Clamart, de Nancy. En tout cas, ce sont les informations Bordeaux, que j'ai obtenues à travers les canaux des CCAF. Et tous les maires, tous les députés, tous les sénateurs qui font partie de ces circonscriptions sont sensibilisés, seront présents, accompagneront, et c'est ça aussi la force de notre communauté, c'est également que nous portons un combat qui est un combat juste. Parce que si le combat n'était pas juste, jamais 103 ans après, nous serions encore là pour continuer ce combat et de manière aussi implantée sur le territoire. Pas qu'à Paris, mais aussi implantée sur le territoire. Alors c'est vrai qu'à Paris, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a toutes les institutions, il y a toutes les ambassades, il y a tous les services secrets qui sont là et qui regardent ce qui se passe. C'est évident, qui écoutent AIPFM également, pour mesurer l'intensité de la mobilisation de la communauté arménienne et notre détermination à poursuivre 103 ans après le combat. Et donc nous serons effectivement très nombreux le 24 avril à 18h à Paris devant la statue Comitas. À la Toragnan, nous avons parlé en début d'émission de cette mobilisation. Mourad Papazian a rappelé ô combien nous étions dans une direction gagnante face à la Turquie, malgré le temps et ce qu'on voulait appeler comme l'usure pour de l'autre côté. Qu'en est-il de la République d'Arménie ? On voit quand même, à l'occasion du centenaire du génocide, que la question de la reconnaissance et des revendications est devenue une question centrale. Ça n'était pas le cas dans les années 90, ça l'est devenu. Qu'est-ce qu'on peut espérer encore de l'État arménien dans cette mobilisation pan-arménienne ? Eh bien, on est déjà fiers et contents que l'État arménien prenne en charge cette question, bien qu'on sait qu'il a
il doit en régler beaucoup d'autres qui sont liés à la situation économique, qui sont liés surtout à la guerre du Haut-Karabakh, à la problématique de la sécurité. Mais c'est la moindre des choses, en effet, que l'État arménien s'investisse dans ce combat, et il le fait, en effet, de plus en plus ouvertement, avec de plus en plus de détermination, parce que l'État arménien, lui aussi, il a fait son chemin depuis les années 90, et il comprend que la question du génocide, la question de la reconnaissance, renvoie aux menaces que fait peser la Turquie et l'Azerbaïdjan sur le pays, et qu'elle doit être traitée comme une question prioritaire de la politique étrangère de l'Arménie, de la même manière que, hélas, le négationnisme constitue une priorité de la politique étrangère de l'État turc. Donc le gouvernement arménien s'implique de plus en plus. On ne peut que l'encourager à aller dans cette direction. Le combat que nous menons est un combat universel. C'est un combat qui implique l'ensemble du monde arménien partout en diaspora, mais également en Arménie et également au Karabakh. Nous sommes tous les ambassadeurs et quelque part les mausolées des victimes du génocide, de ces mausolées qu'elles n'ont pas eu. Nous sommes tous, qu'on soit au niveau de l'État arménien, du président de la République ou du simple militant de base ou du simple arménien de base, on est tous porteurs de cette responsabilité. C'est effectivement la moindre des choses que les autorités arméniennes s'impliquent dans ce combat-là. Elles le font de plus en plus, elles le font avec de plus en plus d'expérience, elles le font avec de plus en plus de force. Nous sommes Mourad Papazian a beaucoup insisté sur le fait que nous sommes forts, mais en tous les cas, dans ce rapport de force qui nous est imposé, nous avons l'existence d'un État, nous avons l'existence de l'État arménien, nous sommes un peuple avec un État, nous ne sommes plus un peuple sans État comme sont bien d'autres peuples. Et ce combat, nous le menons dans la rue, et il faut aussi le mener au niveau de l'arène internationale, et ça c'est l'État arménien qui peut le faire. Vous parliez également tout à l'heure des cours de justice. Il faut que l'État arménien réfléchisse aussi à la possibilité, aux moyens de porter notre combat dans ce type d'institution. En tous les cas, on ne peut que l'encourager à aller dans ce sens. Nous sommes tous dans la même tranchée face à une Turquie sur la politique de laquelle je ne m'étendrai pas davantage. Je crois que tout le monde sera d'accord autour de cette table. Merci à la Touragnan. C'était votre mot de conclusion, Mourad Papazian, pour conclure. Non, on a dit beaucoup de choses au cours de cette réunion. Je pense que la leçon qui doit être la nôtre, c'est que nous sommes face à des ennemis qui sont extrêmement puissants, extrêmement importants, et que malgré tout, que ce soit la Turquie ou l'Azerbaïdjan, nous avons toujours gagné. Et ça, je crois qu'il faut que nous en soyons conscients, et nous devons continuer dans le cadre de cette dynamique-là, qui est la dynamique de victoire pour la cause arménienne, et c'est grâce à cela que nous continuerons à développer notre combat dans une dynamique positive. C'est important. Je suis pourtant au cœur du dispositif, et pourtant la lecture que vous avez faite des manifestations du 24 avril est assez éloquente. Ça prouve véritablement que en France, mais dans le monde entier, c'est pareil en réalité, dans le monde entier, il y a un peuple qui est debout, qui continue le combat, et qui ne le cessera que le jour où il aura remporté la victoire. Et la victoire, ce n'est pas simplement la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie, mais c'est aussi les réparations. Et je voudrais insister également, on n'en a pas parlé parce que c'est pas le sujet de l'émission, sur la dimension Karabakh de notre combat. Nous devons intensifier notre soutien au Karabakh, parce que ce peuple-là est véritablement en danger de mort face à un Azerbaïdjan surarmé, à un dictateur Aliyev qui est aussi mégalomane qu'Erdogan, et qui a pour objectif de reprendre non seulement le Karabakh par la force, mais une partie de l'Arménie également. Et donc, là encore, c'est ce 24 avril, même s'il n'y a pas de lien direct, mais tout à l'heure, Ala Touragnan, il a raison à parler de la politique pan-turque du gouvernement turc, et finalement des gouvernements turcs qui sont succédés jusqu'à Erdogan. Et Aliyev a la même conception.
du panturquisme, c'est qu'à un moment donné, effectivement, constituer un empire avec l'ensemble des États turcophones, turcophiles de cette région-là, et l'Arménie et le Karabakh risquent d'en être les premières victimes. Donc, 24 avril, c'est également un moyen de se mobiliser pour réaffirmer le soutien aux Arméniens du Karabakh. Nous le faisons à chaque occasion, y compris au dîner du CCAF, y compris le 24 avril des années précédentes. C'est une thématique qui est à part entière la thématique, en fait, du 24 avril, parce que là encore au Karabakh, le peuple arménien est toujours en permanence en otage et potentiellement victime d'un génocide. Merci Moulay Papazian, merci à Toranian. Vous voulez dire un dernier mot? Non, je crois que il est clair que les coprésidents du CCAF ont identifié Erdogan et Aliyev comme étant les coprésidents du panturquisme. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Mobilisation le 24 avril, c'est un mardi cette année, le 24 avril à 18h devant la statue du père Komitas. Et merci également à Gopavakian d'avoir apporté l'information sur l'événement hier à Genève. Merci à vous tous de nous avoir suivis et nous serons avec vous durant ces quelques jours à venir pour parler encore et encore du génocide arménien, mais également du dossier de réparation. À bientôt.